Bonjour, shalom, assalamu alaikum. Nous avons le bonheur d'être en vie et de vous retrouver sans doute encore très nombreux aujourd'hui à nous écouter directement sur la 93.5 FM, Canal FM, ici à Lomé et ses environs. Mais également, vous nous écoutez depuis Anéro sur les antennes de Radio Lumière, à Sokodé avec Radio Central FM, à Niamtougou sur les ondes de Radio Sama FM, en Pays Bassa, nous sommes relayés par Radio Daoul, et puis à Dapaon avec Radio Courtoisie. Nous n'oublions pas les médias numériques qui nous reprennent un peu partout dans les Amériques, en Afrique, en Europe, en Asie et dans toutes les ailes. Nous en sommes flattés. Aujourd'hui, l'accompagnement technique est assuré par Victor Bwekoku, Michel Tomenga et Géraud Akoucha. Les invités qui s'installent autour de la table, laissez-moi juste vous dire qu'au menu, nous allons revenir sur quelques brèves portant sur le monde des médias. Nous allons partager également les ultimes hommages rendus par la nation à Ouattara Fambaré Nachaba. Naturellement, la riposte à la Covid-19 est au menu. Et comme nouveau coronavirus, mais également économie, nous allons accueillir deux amis qui vont nous parler d'un séminaire qui va porter sur des réformes dans le passage plus rapide des marchandises, notamment au port de Lomé. La rentrée scolaire n'est pas oubliée, et tout comme, si nous avons le temps, nous allons aller un peu en Guinée, partager ce que nous appelons ce syndrome électoral que ce pays africain lui aussi vit. Alors pour cela, des journalistes et des invités, commençons par les invités pour nous parler de la Covid-19, docteur Essot-Thomas Bewili. Bonjour docteur. Bonjour cher ami Sasgao. Docteur Bewili qui devient habitué ou bien habituel, c'est selon, à ce club de la presse. Il est médecin de santé publique et c'est lui également le directeur général de l'action sanitaire. Docteur, merci d'avoir pu trouver un peu de temps pour notre studio. C'est à moi de vous remercier. Alors les invités qui vont nous parler de réformes, notamment dans le passage plus rapide des marchandises, notamment au port de Lomé. Nous recevons aujourd'hui M. Pascal Aoudi. Bonjour. Bonjour monsieur. Monsieur Aoudi qui est secrétaire général de l'UPRAD Togo, entendez par là l'Union des professionnels agréés en douane. Et nous le recevons avec son secrétaire général adjoint, Daouda Abdoulaye. Bonjour. Merci monsieur, ça c'est un plaisir. Eh bien, monsieur Aoudi et monsieur Abdoulaye qui vont nous parler donc de cette activité qui va commencer demain et qui va porter sur les dispositions pertinentes de l'accord sur la facilitation des échanges. Eh bien, c'est parti. Il reste juste un confrère qui est là, que nous retrouvons avec beaucoup de plaisir. Si je vous dis qu'il est né sur les monts Kabier de la Bina, le digne fils de Palgou. Bonjour Uriel Enyang. Bonjour Innocent, bonjour à toutes les auditrices et à tous les auditeurs de Canal FM. Il faut dire le seul innocent. Le seul innocent. Voilà, comme ça la précision est claire. Merci Uriel Enyang que nous retrouvons en sa qualité de directeur du journal Méga Info, qui n'a pas pu paraître aujourd'hui, mais entre le journal et le digne fils de Palgou, vous savez, le choix est vite fait. Nous attendons un deuxième confrère qui va nous rejoindre incessamment. Juste le temps que nous partagions la pensée du jour. C'est le savant universel né en Italie, Léonard de Vinci, qui a écrit que la rigueur vient toujours à bout des obstacles. Encore une fois, la rigueur qui vient toujours à bout des obstacles. Nous rencontrons des difficultés tous les jours. La preuve, depuis la semaine dernière, nous avons quelques soucis sur nos antennes. Vous ne nous recevez pas toujours avec la meilleure qualité, mais avec la rigueur, la détermination, nous arriverons à bout de cet obstacle, tout comme le Togo, l'Afrique et le monde entier. Nous arriverons à bout de l'obstacle que constitue la Covid-19. N'est-ce pas, docteur Bewili? Effectivement, nous devons espérer. Donc, qui vit espère. Donc, on ne peut pas croiser les bras. Et je suis sûr que par rapport à cette pensée du jour, que je reprends bien, la rigueur vient toujours à bout donc des obstacles. Oui. Nous allons venir à bout de la Covid-19 dans le monde et en particulier au Togo. Amen. Comme l'ont dit nos pères évêques réunis la semaine dernière à Kara,
Le temps d'accueillir le dernier invité, Didier Assogba, bonjour. Bonjour Sass, bonjour aux auditrices, auditeurs de Canal FM, bonjour à Uriel et bonjour aux invités en studio. Merci, alors nous démarrons juste par quelques brèves dans le monde de la presse, des journaux qui nous rappellent quelques informations qui circulent déjà. L'économiste nous rappelle que l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes, l'ARCEP, a un nouveau patron. Il s'agit de M. Michel Yaovi-Gallet, qui vient de prendre les rênes de l'ARCEP, juste pour dire que c'est cette institution qui régule les ondes, les communications électroniques et également la poste, comme pour dire, si vous usagers, vous avez des soucis avec les prestations des opérateurs de la poste, de la logistique et du logiciel qui tient beaucoup à cœur à Madame la Première ministre, eh bien c'est auprès de l'ARCEP qu'on peut se plaindre éventuellement. Autre brève, c'est la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, la HAC, qui a reçu la semaine dernière les responsables de deux organisations, à savoir le patronat de la presse togolaise, PPT, et l'Union des journalistes indépendants du Togo, le JIT. Quand la HAC et les responsables de l'organisation de presse se rencontrent et discutent, c'est beaucoup préférable à des convocations intempestives, n'est-ce pas, Didier Assogba? Bien entendu, vous savez, la HAC, c'est l'autorité de régulation des médias, et en tant que telle, la HAC est naturellement le premier répondant de la presse au niveau des autorités. Et ça va de soi que la HAC se concerte, et les organisations professionnelles se concertent de temps à autre. Cela permettrait de mieux cerner les difficultés des médias et de mieux leur trouver des solutions. Ça vaut mieux que des sanctions qui viennent des fois, on va dire, énerver, entre griffes, les hommes de médias quand ces sanctions viennent directement de la HAC et que des gens semblent être un peu méprisés. La HAC n'a pas à être forcément un gendarme derrière la presse, mais un accompagnateur pour mieux faire. Je pense que c'est dans cette logique que cette rencontre de concertation a eu lieu, et vivement que d'autres rencontres suivent dans ce sens-là. L'occasion de rappeler que c'est vrai que depuis ces dernières années, avec la HAC et son président Pitalunani, Willy Brontilou, il y a une certaine dynamique de concertation, de rencontre, d'échange, souvent franc et direct entre la HAC et le monde des médias. Et nous nous emportons de mieux en mieux, et que cela continue. Tout comme entre nous, nous avons mis sur pied ce que nous appelons le tribunal des pairs, l'observatoire togolais des médias. C'est cet organe qui est issu même du monde de la presse et qui vient de connaître une alternance. Depuis vendredi, c'est Fabrice Patom Pechezi qui vient de succéder à Aimé Ekpe comme là, dit Aimé le Bon. Eh bien, le nouveau patron de l'OTM, c'est désormais Fabrice Patom Pechezi, et à son propos, Nouvelle Opinion écrit que Fabrice Pechezi, le nouveau président de l'OTM, s'engage pour une presse professionnelle. Uriel Enyam, nous souhaitons, selon la tradition togolaise, bonne arrivée à Fabrice. Justement, c'est l'un de nos organes qui nous accompagne vraiment. J'ai beaucoup salué le travail abattu par Aimé Lebon, qui passe désormais la main à Fabrice Pechezi, que nous connaissons très bien. C'est un grand diplomate. Il sait manipuler sa langue, il sait négocier. Nous comptons beaucoup sur lui. J'ai été très content quand les délégués se sont réunis et ont porté à la tête de l'Observatoire togolais des médias Fabrice Pechezi. Je me suis dit que vraiment, les choix sont clairs, les choix ont été inspirés. Nous lui avons adressé nos félicitations et nos encouragements, tout en lui signifiant les tâches les plus difficiles et délicates qui lui attendent. Donc nous sommes prêts à l'accompagner, nous sommes tous prêts à l'accompagner pour le succès de l'OTM. Un mot sur le sujet, je souhaite également, je félicite également l'arrivée à la tête de l'OTM de Fabrice Pechezi, qui a d'ailleurs été mon patron il y a quelques années.
Moi-même, je suis membre du bureau sortant de l'OTM et je sais véritablement ce qui l'attend comme travail au niveau de cette organisation-là. Mais il va falloir que Fabrice prenne le temps de faire la pédagogie, tant au niveau des autorités, de la population qu'au niveau des médias. L'OTM renferme ou rassemble toutes les organisations professionnelles de la presse aujourd'hui. Public et privé. Public et privé. Et de tout degré. La presse écrite, l'audiovisuel, même le numérique. Tout le monde est dans... Tout ce qui est presse se trouve dans l'OTM. Tout ce qui est médias. Or, l'OTM est comme le parent pauvre de l'accompagnement même de l'État en termes d'aide et de tout ce qu'on peut appeler accompagnement à cette organisation-là. Pour avoir fait 2 ans, je sais de quoi je parle. Didier, je connais d'autres organisations qui voudraient plutôt être à la place de l'OTM en matière de l'accompagnement par l'État. Non. L'OTM perçoit quoi sur l'aide de l'État, la presse perçoit presque quelque chose, juste pour son fonctionnement, alors que l'OTM perd un siège, l'OTM perd un personnel qui est là. Il faut avoir été membre de l'OTM pour comprendre ce que je dis. Déjà que les membres de l'OTM font donc un travail un sacerdoce, ils se donnent, il n'y a pas d'intéressement pour ceux qui sont membres de l'OTM, ni le président ni les autres. Et donc il va falloir que nous travaillions à ce que l'État puisse accompagner l'OTM. Quand on a un OTM fort, un tribunal des pairs fort, on aura une presse forte et on aura une presse qui accompagne le développement. Mais si l'OTM est faible, les organes seront beaucoup plus forts et on peut continuer à avoir la dynamique. Beaucoup de personnes qui contournent l'OTM d'abord et contournent ensuite la Hague pour aller directement au tribunal de Lomé, ce qui complique la situation. Je pense qu'il faut renforcer l'OTM dans ses pouvoirs, mais également en termes d'accompagnement, surtout le nouveau bureau qui est là pour leur permettre de bien faire le travail. Tout ça pour dire que Fabrice Pechiesi ne vient pas s'asseoir sur un matelas doré, c'est plutôt du travail qu'il attend, mais je le connais. Un bon journaliste, un bon cabier, il sait aller au combat et en sortir gagnant. En tout cas, bonne chance en lui. Sans transition, coronavirus, d'accord, mais nous devons aussi aller à l'économie. Et c'est dans ce sens-là que nous intéressons à nos amis qui nous viennent de l'UPRAD. Monsieur Pascal Aoudi, rebonjour. Bonjour. Et son secrétaire général adjoint Daouda Abdoulaye, rebonjour. Bonjour, monsieur Sass. Alors, pour introduire votre sujet, le confrère Nouvelle Opinion écrit ce matin à la page 5, réforme douanière au port autonome de Lomé. Moïse Akaya invite les acteurs à maintenir le cap. Moïse Akaya, c'est le chef division des opérations douanières au port autonome de Lomé. Et ses propos portent sur les réformes économiques grâce auxquelles, sur le plan, le Togo est considéré aujourd'hui comme une plaque tournante des affaires, et qui parle de passage des hommes et des biens surtout, et cela se passe au port autonome de Lomé. C'est là-dedans que vous, l'UPRAD, vous intervenez, monsieur Aoudi. Oui. Alors, un petit mot sur l'UPRAD, ce que vous êtes et ce que vous faites. l'UPRAD, c'est l'Union professionnelle des agréés en douane du Togo. C'est une corporation, une fêtière des agréés, dans le but d'assister, d'aider et de soutenir la profession. Donc c'est dans ce sens que la fêtière UPRAD est née pour aider tous ceux qui exercent le métier de commissionnaire en douane agréé. Merci. Nous avons appris d'ailleurs qu'il s'ouvre demain pour toute la semaine un séminaire de renforcement de capacité des membres de votre union, l'UPRAD, sur les dispositions pertinentes de l'accord sur la facilitation des échanges AFE. Dites-nous, monsieur le secrétaire général, dans quel contexte ouvrez-vous votre séminaire demain? Et nous ouvrons notre séminaire demain dans le contexte d'un enjeu et les perspectives de commissionnaire agréé en douane face à l'AFE. L'AFE, c'est l'accord sur la facilitation des échanges qui a été ratifié le 1er octobre 2015 par le Togo. Donc cet accord offre des facilités et dont plusieurs de nos structures n'ont pas eu à apporter ou à comprendre les réformes pertinentes que porte cet accord. Donc ceci nous amène à vulgariser, à aider nos confrères à comprendre. Comme on dit souvent,
l'ignorance ne tue pas, mais ici on a besoin d'apporter l'information auprès de la base pour que la base s'imprègne du fond de cet accord en vue de les aider sur tout ce qui concerne le domaine des agréés en dehors du Togo. Sauf que, j'allais vous corriger, l'ignorance tue. Même dans la Bible, c'est dit que mon peuple périt parce qu'il ne sait pas. Et vos amis agréés en douane périraient par leurs affaires s'ils ne connaissaient pas les réformes en cours. Eh bien, dans ce contexte, je suis allé sur vos liens, je trouve que la lenteur et la multiplicité des formalités administratives qui continuent toujours à se faire voir ralentissent le passage des marchandises à travers les frontières. Et c'est pourquoi vous souhaitez la simplification, la modernisation et l'harmonisation des processus d'échange, parce que vous trouvez qu'il est fondamental d'accroître la compétitivité d'une économie et d'attirer les investissements. Ceci étant, Monsieur Abdoulaye, quels sont les objectifs que vous visez avec ce séminaire qui démarre demain? Oui, effectivement, vous avez bien introduit, parce qu'aujourd'hui, il y a une étude de la Banque mondiale en 2003 qui démontre effectivement que les opérateurs économiques du privé tiennent compte du temps de passage et le coût de passage des marchandises au niveau du port ou bien dans le domaine de la douane. Donc l'objectif poursuivi, c'est à ce que les collègues qui sont membres de notre union aient l'outil là qui constitue aujourd'hui un véritable matériel pour exercer leur travail en tout professionnalisme. Un complément, SG? Oui. C'est les objectifs que vous poursuivez? Les objectifs, tels que le SGA vient de le dire, c'est d'aider les CDA à s'imprégner du fond de l'accord et de la pertinence et les enjeux, surtout en ce qui concerne notre profession. Merci. Eh bien, vous êtes déjà des experts en matière de pratiques douanières, mais vous avez sûrement besoin d'experts pour venir vous renforcer. Oui, dans ce cadre précis, l'AFE, c'est un accord sur la facilitation des échanges tel qu'il venait de le dire, le moindre coût, le gain de temps, et il y a, comme on le dit, la connaissance, c'est un savoir. Donc nous avons besoin d'appréhender encore ce savoir auprès des experts, parce que nous ne sommes pas experts de l'AFE. Donc il y a des gens qui ont été des experts avec différents diplômes certifiés, donc qui vont nous apporter la connaissance dans cet atelier précis. Eh bien, quels sont... oui. Je vais ajouter que vraiment, c'est des experts chevronnés qui ont vraiment la certification du CNICED. Comprenez par là la Conférence des Nations Unies sur le commerce et le développement. Donc, il y a aussi... C'est des douaniers. Ils sont vraiment outillés pour dispenser vraiment les éléments qui constituent ce séminaire. Eh bien, quel est le public cible que vous attendez à votre séminaire? Oui, d'abord, il y a les membres, c'est-à-dire les commissionnaires en douane agréés. Mais étant dans un domaine purement technique, nous avons aussi fait appel à l'UMCC, l'unité mise de contrôle des conteneurs. Nous avons aussi fait appel aux juges pour qu'ils s'imprègnent effectivement des terminologies de notre domaine d'activité et trancher valablement au cas échéant. Et nous apprenons que le séminaire s'ouvre demain et va courir toute la semaine. 27, 28, 29. Oui, 3 jours. 3 jours pour renforcer vos capacités. À l'Agora Senghor. Eh bien, monsieur le secrétaire général, vous n'oubliez pas que votre séminaire va s'ouvrir dans ce contexte où nous assistons à des montées toujours des contaminations au nouveau coronavirus. Je présume que vous avez pris la disposition pour tenir votre séminaire en toute sécurité. Oui, merci beaucoup. Comme d'habitude, nous saluons toujours ces mesures barrières qui sont toujours d'actualité. Nous avions pris les mesures qu'il faut pour accompagner. Il y a des gels qui seront disponibles à l'entrée, des masques qui seront disponibles, et puis des outils capables d'aider les gens à se laver les mains avant l'entrée dans la salle de réunion. Et vous avez sans doute pris la disposition que la distanciation, enfin une distance minimale vous sépare dans la salle de conférence. Oui, toutes ces dispositions ont été prises. Oui, effectivement, en ce sens, nous sommes aujourd'hui environ 250 membres, mais nous avions loué la salle de conférence de l'Agora Senghor qui compte plus d'environ 600 places, donc la distanciation sera bien respectée. Merci, mais vous restez à nos côtés. Peut-être que ce que vous dites là va intéresser quelqu'un qui voudrait en savoir davantage. Il vaut mieux que vous-même, M. Aoudi et M. Abdoulaye, vous répondiez à ces préoccupations qui vont peut-être sortir incessamment
le temps en même temps qu'on embraye avec docteur Sato Mambaweli. Rebonjour docteur. Rebonjour. Eh bien, vous êtes médecin de santé publique et vous êtes également le directeur de l'action sanitaire. Avant d'en venir à la Covid-19, il y a une campagne qui est ouverte depuis le jeudi dernier, qui va durer 12 jours et qui va porter distribution gratuite des moustiquaires à tous les Togolais depuis Saint-Cassé jusqu'à Djankassé, comme nous avons le dit. Alors, est-ce que l'opération a effectivement démarré? Si oui, est-ce que vous pouvez nous faire un premier point, docteur? Alors, merci. Ça, c'est vraiment avec joie que je réponds à cette première question, parce que je sais que depuis mars 2020 à ce jour, nous communiquons beaucoup sur la Covid-19, alors qu'il y a d'autres maladies, et notamment donc la maladie qui fait l'objet de votre question, le paludisme. Un gros fardeau pour nos pays subsahariens et donc le Togo. Un gros fardeau parce que il faut noter que 75% des décès liés au paludisme touchent les enfants de moins de 5 ans. Et donc, on ne peut pas rester les bras croisés en 2020. Cette campagne a été programmée parce que chaque 3 ans, il faut faire cette campagne de distribution. C'est une intervention à haut impact. Donc, c'est pour ça qu'elle a été vraiment lancée le jeudi par donc, le ministre de la Santé, de l'Hygiène publique et de l'accès universel aux soins, accompagné donc de son collègue ministre, madame déléguée, donc chargé de l'accès universel aux soins. Ça s'est passé à Kakaveli, donc le mercredi, et donc la campagne a commencé effectivement le jeudi. C'est parti pour 12 jours, comme vous l'avez dit. Je peux vous dire que on avait des craintes. On se disait, par rapport au contexte actuel de Covid-19, où il y a un peu de peur lorsqu'on voit les agents de santé aller de maison en maison, je peux vous dire que nous sommes rassurés par rapport au rapport des 4 premiers jours, où globalement, ça c'est de façon provisoire, près de 42%, donc l'objectif, on est déjà à 42%, et les mesures recommandées donc pour les agents qui dénombrent et qui distribuent, donc ça veut dire que port de masque, lavage de mains, parce qu'on leur a doté des masques, des gants, des savons et des gels hydroalcoolisés, ça se passe très bien et on n'a pas eu des informations allant dans le sens des résistances qui parfois, pour d'autres campagnes, on a vu même, on a refusé aux agents de santé de rentrer dans les ménages. Donc, tout a bien commencé. Tout a bien commencé et se déroule bien et on espère que l'objectif de donner une moustiquaire par couchette donc dans toute notre population, tous nos ménages sera atteint. Merci, mais vous savez, docteur, il y a toujours des gens qui regardent les choses de façon critique. C'est sûrement pour qu'on fasse mieux. C'est à ce sujet que le confrère, le correcteur écrit aujourd'hui: campagne de distribution gratuite de moustiquaires, un business lucratif pour des réseaux mafieux. Auriez-vous une réponse pour lui, docteur? Heureusement, ça c'est un point de vue donc de celui qui a écrit. Business mafieux, je ne sais pas dans quel sens. C'est une campagne de distribution gratuite des moustiquaires. Aucun franc n'est donné aux agents qui rentrent dans les ménages. Les moustiquaires ont été achetés. Aujourd'hui, nous avons 6 445 650 moustiquaires disponibles qu'on a répartis sur les 6 régions sanitaires. Et ces moustiquaires ont été acquises avec, donc pas le gouvernement, avec l'appui de nos partenaires. Et vous savez, les 2 gros partenaires qui ont aidé le Togo à acheter, c'est le Fonds mondial pour la lutte contre la tuberculose et VIH, et une ONG internationale qu'on appelle AMF, c'est en anglais Against Malaria Foundation. Donc, il y a une condition. Quand le partenaire aide, c'est que le principe de gratuité là, vous ne devez pas déroger à ça. Et donc aujourd'hui, on peut parler de business. Bon, nous attendons de voir, parce qu'il y a une particularité pour cette campagne. Elle est digitalisée. Donc, il y a plus de 7000 smartphones qui ont été répartis aux équipes. Et quand les équipes rentrent dans les ménages, essaient de rentrer les informations sur les ménages qui sont demandés pour permettre de savoir combien de moustiquaires il faut donner effectivement à tel ménage. Et donc,
l'information est reçue en temps réel. On voit la traçabilité de ce qui se passe. Et donc, pour l'instant, c'est le commentaire que je voudrais faire pour assurer les uns et les autres et de regarder dans le bon sens, hein, et d'être plus optimiste que... voilà. Merci. Ce que je veux dire. Et j'apprends que le digital, qui tient beaucoup à cœur à Madame Tomenga Deboué, a déjà commencé à s'appliquer dans la distribution gratuite des moustiquaires. C'est une bonne chose. Uriel Elian? Dans ce contexte, docteur, le concept que moi j'attendais, que vous ressortiez, que vous fournissiez l'explication à la population, ce sont des moustiquaires à imprégnation durable. Lors de la conférence de presse que le ministère en charge de la Santé a organisée la veille du lancement, le mercredi, le docteur Atia a eu à expliquer que ces moustiquaires ont une plus grande efficacité par rapport à ce qu'on nous distribuait d'habitude. Maintenant, la petite ou la grande inquiétude, si ces moustiquaires qui à peine 6 mois perdaient leur efficacité, les anciens, aujourd'hui on nous dit que les moustiquaires qu'on va nous distribuer peuvent garder l'efficacité jusqu'à 3 ans. Est-ce que cela n'a pas un impact sur la santé humaine? Docteur? Merci de cette précision réelle. Et ce que vous avez dit est exact. Les moustiquaires, dans le passé, c'était des moustiquaires ordinaires. Vous l'achetez, vous amenez dans les services techniques et on vous imprègne et c'est parti pour ce moment. Vous êtes obligé de faire le cycle. Et on a vu ce que ça donnait parce que, tel que vous avez dit, l'efficacité n'était pas au point pour vraiment réduire donc le fardeau de cette maladie. Maintenant, c'est pour ça qu'on est passé aux moustiquaires, comme vous l'avez dit, à imprégnation durable. Donc, la durée de vie de l'insecticide, c'est fait de telle sorte que ça dure dans ce temps, mais les conditions, les principes d'innocuité, c'est le premier principe avant même l'efficacité. Parce que vous n'allez pas rester sur l'efficacité de l'insecticide et occulter le côté innocuité, vous risquez de tuer la population. Et donc, tout est vérifié et c'est bon. C'est pour ça, c'est pas la première fois que nous faisons cette distribution. Cette fois-ci, on a ajouté un autre insecticide qui est plus efficace pour la région plateau et maritime. Parce qu'on a vu que là, le taux de la résistance est plus élevé comparé aux autres régions. Et donc, il y a une catégorie, parce qu'il y a une nouvelle insecticide qu'on a amené pour bombarder dans les 2 régions. Le reste, c'est les anciens. Et je voudrais rassurer les uns et les autres qu'il n'y a pas de problème sur cette durée et l'efficacité de ces moustiques. Alors, le bombardement, c'est uniquement contre les moustiques. Les humains sont sains et saufs dedans. Sains et saufs. Merci. Didier Assoba. Ça fait 4 ans. Bien entendu, j'ai écouté le docteur avec plaisir. On a vraiment envie que la distribution, la campagne touche le maximum de personnes possible. Mais des inquiétudes m'ont été rapportées durant le week-end. Il y a des quartiers, des zones de Lomé où la distribution est en cours, mais dont les ménages n'ont pas été recensés et personne n'a... sur plusieurs lignes, il m'a été dit que des gens n'ont pas été approchés pour être recensés. Alors que la distribution est en cours, comment comptez-vous remédier à cela? Et ce n'est pas des on-dit. Je suis dans un quartier où j'ai pris la peine hier de chercher à savoir, et plusieurs femmes m'ont rapporté qu'elles n'ont même pas été recensées et qu'elles ne savent pas comment est-ce que le recensement a été fait, parce que généralement il y a des maisons où des gens sortent tous pour aller au boulot et revenir le soir. Cet exemple-là pour vous dire qu'une dame m'a dit qu'elle a été recensée, elle, au niveau de sa boutique, et lors de la distribution, on lui a dit non, qu'elle devrait recevoir plutôt les moustiquaires au niveau de sa maison, alors qu'elle n'a pas été recensée au niveau de la maison. Comment arrivez-vous à gérer ces détails-là pour permettre à ce que cette campagne-là touche le maximum de Togolais possible? Alors, pour compléter, docteur, il y a des plaintes qui arrivent toujours. Il y a un coin de Ségbé, ici, là, il ne sait pas si c'est au Togo ou au Ghana. Ils se plaignent qu'à chaque fois qu'on fait campagne, personne ne vient les voir. Je viens d'avoir encore 2 réactions en direct depuis Ségbé là-bas. Alors, c'est vous compléter la zone dont je parle, c'est nulle part, c'est Uiti ici. Et les gens n'ont même pas été recensés. Okay, alors que la campagne de distribution est en cours actuellement. Comment ça se fait? Très bien. Sincèrement, c'est un grand merci. La question a été posée. Vous voyez, le débat devient intéressant par rapport à cette campagne.
je devrais lever l'équivoque. Cette campagne a une particularité. La première particularité, c'est lié au contexte Covid. C'est que, contrairement aux 4 campagnes antérieures que nous avons déjà faites, contrairement à ça, lorsque les agents de santé rentrent dans le ménage, ils vous recensent, ils rentrent l'information dans le smartphone et donnent en même temps le nombre de musquets requises pour la maison. Ce n'est pas dénombrer et partir et revenir donner une campagne. Non. Ça c'est, il faut le vivre. Deuxième des choses, nous n'avons jamais fait une porte-à-porte, c'est-à-dire porte-à-porte pour distribuer de moustiquaires. Si vous vous rappelez très bien, c'est des lieux fixes qu'on détermine et les gens vont faire la queue et se faire bénéficier des moustiquaires. Covid oblige, nous ne pouvons pas faire ça et les partenaires ont compris, ont mis les moyens pour que les ASC transportent les moustiquaires de porte à porte. Et donc, pour que les ASC ne se contaminent pas ou ne contaminent pas éventuellement les gens dans les ménages, c'est pour ça que toutes les mesures de protection leur ont été offertes. Et vous rassurez donc, que... je voudrais dire que les ménages qui n'ont pas encore reçu les agents dénombreurs et distributeurs d'être rassurés. Vous voyez, la durée, c'est 12 jours. Moi qui vous parle, directeur général de l'action sanitaire, je vais vous affirmer que jusqu'à ce matin, hier samedi dimanche j'étais dans les plateaux pour faire le suivi. Je suis revenu hier vers 17h à Lomé, j'ai vérifié, ils ne sont pas encore dans ma maison. Je ne vais pas m'inquiéter parce qu'ils ont le temps, ils ont un planning. Chaque équipe connaît sa zone et a un planning et ils vont y arriver. Donc l'assurance est donnée que jusqu'au 2 novembre prochain, chaque ménage aura les moustiquaires pour le nombre de couchettes à domicile. Couchettes à domicile. Merci. Alors nous continuons avec le nouveau coronavirus. Une fois n'est pas coutume, nous commençons avec cette information qui nous vient d'Espagne. C'est Nouvelle Opinion qui écrit que l'Espagne a décrété depuis hier dimanche l'état d'urgence sanitaire et l'Espagne vient d'instaurer un couvre-feu. L'explosion des cas de Covid-19 contraint le gouvernement espagnol à prendre de nouvelles mesures. Pedro Sánchez, le Premier ministre, a annoncé hier dimanche 25 octobre l'instauration d'un état d'urgence sanitaire jusqu'en mai 2021 ainsi qu'un couvre-feu qui court de 23h à 6h sur l'ensemble du territoire espagnol. Alors, et maintenant les chiffres chez nous ici au Togo, Dr Beuli. Hier, le Togo affichait 52 décès, 548 cas actifs en traitement au suivi, pour un total de 2200 contaminations enregistrées depuis le mois de mars. Et l'information qui porte espoir, c'est que le Togo a enregistré jusqu'à 1600 guérisons. Au cours de son point de presse la semaine dernière, le colonel Djibril disait qu'un seul décès dû à la Covid-19 est un décès de trop. Mais docteur, nous en sommes déjà à 52. Alors, effectivement, les chiffres que vous avez donnés sont les chiffres officiels communiqués. Sur la pandémie au Togo jusqu'à hier. Alors, un décès, quelle que soit la cause du décès, c'est pas normal. Que ce soit une maladie, que ce soit un traumatisme, que ce soit n'importe quel incident, un événement qui amène à un seul décès, c'est pas normal. C'est pour ça, pour certaines maladies, un cas, c'est une épidémie. Telle que nous sommes en train de gérer Covid-19. Alors, vous avez donné l'information sur l'Espagne, qui a durci les mesures de lutte anti-Covid-19. Je pense que les réactions ne sont pas les mêmes. Nous savons ça en comparant les pays. Mais le Togo risque d'arriver à ce durcissement si les choses ne changent pas dans Grand Lomé. Parce que quand vous regardez sur les 2200 cas, tels que vous avez évoqué, le Grand Lomé qui prend Golfe et Agoye est à son 3,7%. Le nombre de cas. Deux préfectures. Et
vous allez voir la tendance, heureusement, si vous regardez par rapport au taux de guérison, nous sommes autour de 73%. Mais quand vous regardez, vous analysez quel type de transmission, parce que c'est là le problème, nous avons dans le pays, et vous allez comparer maintenant les régions, on se rend compte que la tendance nationale nous donne, par rapport à la transmission communautaire, 41,5%. Transmission locale, 40,82%. Et importé, cas importé, 17%. Cas importé, c'était au début de l'épidémie chez nous, c'était les gens qui amenaient ça, donc des voyages. La tendance s'est inversée. On avait moins de cas communautaires et maintenant la tendance s'inverse. Cas local, je voudrais rappeler les éléments pour attirer notre attention, attirer l'attention des auditeurs. Ce qu'on appelle transmission locale, c'est qu'on a pu identifier la personne comme personne contact d'un cas positif. Donc c'est des cas contacts. Et maintenant, cas communautaire, c'est que au finish, on ne sait pas où est-ce qui vous a contaminé. Donc vous arrivez en phase de symptômes. Et parfois en phase de symptômes avancés. Et c'est ça qui peut apporter le décès. Donc la personne arrive avec les symptômes qu'on vous a décrits. Soit c'est la toux, soit c'est simple rhume, c'est la fièvre, ainsi de suite, ainsi de suite. Alors, vous voyez qu'au niveau de Grand Lomé, c'est cette transmission communautaire qui est élevée, 48%, suivi de transmission locale, 39%. Ça veut dire que nous dans Lomé, le virus est en train de circuler. Et actuellement, depuis 2 semaines, on est en train d'analyser ça selon les communes sanitaires qui nous amène à dire que quand vous regardez les communes dans Golfe, ça est élevé dans Golfe 4 et Golfe 5. Golfe 4, c'est chez nous ici. Golfe 4, c'est ça. On dit zone d'Amoutive jusqu'au grand marché, quartier administratif. Golfe 5, Casablanca, à Degomé, à Madagomé, à Balpedo. Oui, il faut dire les choses telles quelles. C'est là où c'est très élevé dans Golfe. Je ne vais pas donner tous les pour les autres parce qu'il y a 7 communes dans Golfe. Et dans Agoy, il y a Agoy 1. Et Agoy 2. Agoy 1, c'est Agoy Assiyé, Agoy même, où il y a Sobosto, Kakaveli, Kangépé, Logopé, Achanvé, ainsi de suite. Agoy 2, c'est les Basidons. C'est là où c'est élevé. Vous voyez? Donc, cette tendance, comment on va faire pour arrêter? Si vous vous rappelez, lorsqu'il y a eu des clusters dans ce pays, dans les préfectures, dans les autres régions, en dehors de Lomé, qu'est-ce qui se fait? Très tôt, on boucle. Très tôt, on dit couvre-feu. On a fait. Et on a maîtrisé l'épidémie. Bon, Grand Lomé ayant cette particularité que vous connaissez, comment y arriver? Je crois que la question est posée. Les autorités, les décideurs vont prendre la bonne décision au bon moment. Merci. Mais il faut la tendance, la préférence est plutôt aux mesures barrières. Là-dessus, le journal Social Info titre aujourd'hui lavage des mains avec du savon, de l'eau ou avec du gel hydroalcoolique contre le virus et les infections courantes. Mais autre mesure qu'on nous recommande, c'est le port des masques bucco-nasaux. Et à ce jour-là, le journal du Togo écrit aujourd'hui, nouveau coronavirus, ces masques qui nous empoisonnent la vie. Docteur Boveli, voilà, sur les 2 mesures, se laver les mains, porter les masques, et puis observer la distanciation sociale. Voilà comment le journal du Togo écrit aujourd'hui, ces masques qui nous empoisonnent la vie. Alors, merci pour le tour donc des médias. Bon, empoisonnement de la vie, sous quel sens? Je voudrais dire que les masques, dans la fabrication, il y a un certain nombre de standards qu'on respecte. L'efficacité, parce que on veut que lorsque vous portez le masque, contre quoi vous portez, vous ne puissiez pas être contaminé. Il y a ce qu'on appelle la respirabilité. Il faut que vous arriviez à respirer. Parce que Dieu nous a donné la bouche et le nez. Nous parlons, nous respirons avec le nez. Bon. Étant donné que pour cette épidémie, ce virus, la transmission, c'est aérienne,
C'est pour ça que le masque vient pour donc mettre cette barrière entre celui qui serait contaminé, parce que nous sommes assis ici, on ne nous a pas fait le test il y a 72 heures pour qu'on connaisse nos tests, peut-être quelqu'un est porté, on ne le sait pas. Donc le port de masque obligatoire... Rassurez-vous, personne ne porte ce virus dans ce studio. Donc c'est pour ça qu'on dit masque obligatoire pour tout le monde, pour que dans le lot, s'il y a des gens qui portent ça, qui ne transmettent pas aux autres. Donc c'est pas du poison. Nous le disons, il faudrait qu'on documente si le masque a déjà tué dans des pays, on devrait déjà donner les informations. Et comme ça, on va dire, attention, l'OMS va dire, attention, on va retirer les masques. Donc, je voudrais encore une fois dire dans la communication, qu'est-ce que nous pouvons faire si on ne respecte pas les deux, masque et lavage des mains. Je ne vois pas... C'est tellement efficace, plus la distanciation physique. Peut-être qu'on va aller au bouclage systématique et Dieu seul pourra venir nous sauver. On va terminer rapidement avec ces deux articles de journaux. Togo Matin, qui écrit d'abord, ça devrait intéresser Didier Assagouin. Quand Togo Matin écrit que la conférence des évêques du Togo met à son tour la pression sur le gouvernement et que Forum de la semaine lui aussi écrit que les évêques du Togo plaident pour la réouverture totale des lieux de culte. Avant, Dr Belly, un petit mot. Oui, bien entendu, on en parle tous les jours. Au début, tous les acteurs ont accompagné le gouvernement dans les mesures qui visaient à minimiser la transmission du virus. Aujourd'hui, c'est vrai que les chiffres s'augmentent, mais on n'a jamais, ou jusque-là, dans les chiffres, il ne nous a jamais été dit que la transmission c'est dans les églises et tout. D'ailleurs même les églises qui sont ouvertes, on voit comment est-ce que la discipline est de mise et dans la politique de communication adoptée par les autorités, il est dit d'associer les leaders religieux et tout. Les leaders religieux n'ont de l'autorité sur les fidèles que lorsque les fidèles fréquentent les lieux de culte. Alors que depuis plus de 7 mois, les fidèles sont chez eux à la maison. Et certains même ont carrément oublié le numéro de leur berger. Et donc, vous avez beau associer les pasteurs, les hommes de Dieu en général à la politique de communication, de sensibilisation, ça ne prendra pas effet parce que pour écouter son pasteur et en être convaincu, il faut aller chez lui, aller à l'église pour écouter son message. Et donc, c'est dans cette logique que le gouvernement, conformément à ce qui se passe dans la sous-région, tous les pays ont presque ouvert les églises, bien sûr avec quelques mesures de restriction. Il va falloir que le gouvernement lève cette suspension-là qui plutôt commence par lasser les uns les autres et commence par faire réfléchir à autre chose. Il faut que le gouvernement prouve sa bonne volonté de lutte en aidant les autres. Dr Beverly, il n'y a pas de jour que les Togolais demandent vraiment qu'on ouvre les lieux de culte. Mais avant votre réponse, Uriel Niang. Oui, bon, je rappelle que c'est un docteur en théologie qui vient de parler. Je n'ai pas beaucoup de choses à dire que le contraire vous aurez surpris. Oui, tout à fait. Et le docteur venait de citer les zones de contamination à haut niveau. Et je voulais attirer votre attention sur ces zones-là et leur caractère. Quand vous prenez l'Egbasito, par exemple, vous allez constater que les lieux de culte sont officiellement fermés. Mais les dimanches, les cultes se célèbrent dans les maisons, sans respect des mesures barrières. Je peux vous amener avec le maire de la commune de l'Egbasito, vous indiquer certaines maisons où on célèbre les cultes les dimanches. De façon clandestine. À notre manière, comme on a l'habitude de le faire. Mais c'est criard. Au-delà de ça, la nuit, même les autorités civiles, militaires, dans les bars, ça est dans les supermarchés. Bon, mais attends, tout le monde se dit, bon, si les autorités se comportent comme ça veut dire que nous tous, on peut se comporter de la sorte. Donc, c'est tellement criard que... Voilà, Dr Beverly, en réponse à ces deux préoccupations émises par les confrères.
Et donc, je partage les inquiétudes des uns et des autres. Hein. Nous tous, je suis chrétien, donc je souhaite qu'on ouvre les églises, hein, comme toute autre personne, musulman, chrétien. Je voudrais dire que le 22 passé, le 22 octobre, il y a une réunion donc, qui a impliqué tous ces acteurs, côté religieux et la coordination. Le sujet est en train d'être bien peaufiné. Alors, vous savez, quand vous comparez le Togo avec d'autres pays de la sous-région, dans la gestion du Covid, le Togo avance lentement mais sûrement pour ne pas commettre beaucoup d'erreurs. Voilà pourquoi, comme la rentrée prochaine, la rentrée scolaire s'annonce. Donc, c'est étape par étape. Aujourd'hui, les autorités sont d'accord qu'ils vont rouvrir totalement les lieux de culte pour éviter ce que le collègue M. Aignan venait de dire. Effectivement, nous avons eu cette information, nous avons fait des enquêtes, on a remonté, où les gens ont laissé les lieux officiels, ils sont fait les trucs clandestins. Et ça, je crois que l'autorité est déjà les autorités sont conscientes et ça ne va pas tarder. Donc, merci. Encore une fois, le coronavirus nous a pris beaucoup de temps, mais c'est pour la bonne cause. Il faut être en bonne santé pour animer ici et que vous nous receviez à domicile. Alors, on continue avec justement la rentrée scolaire. Dans sa parution de vendredi, Social Info écrivait « Report de la rentrée au 2 novembre, une semaine de plus pour tout peaufiner ». C'est la question que se posait Social Info et aujourd'hui, nouveau journal paru, c'est l'audience qui écrit que l'État togolais face à la dure réalité et que Nouvelle Opinion lui écrit à la page 3 que le ministre Kokoroko lance un appel aux acteurs de l'éducation pour le respect des mesures barrières. Eh bien, Uriel Nyank, la rentrée. Aujourd'hui, c'est le corps enseignant, le personnel administratif qui a repris le chemin des écoles. Dans une semaine, c'est le gros lot des élèves depuis le préscolaire jusqu'en terminale au moins, avec toutes les questions qui nous assaillent. Vous savez, on n'a jamais espéré un tel défi chez nous, au Togo, comme en Afrique et en Europe. C'est la première fois que tous les pays dans le monde entier vivent cette épreuve très dure. Ce n'est pas une rentrée scolaire comme les autres. Et il va falloir, comme l'ont dit les uns et les autres, prendre vraiment les mesures sérieuses, c'est rassurer que les élèves et les enseignants seront en sécurité sanitaire avant que le hockey ne soit donné. C'est dit les élèves vont reprendre le chemin de l'école. Mais personnellement, je pense que si la veille du 2, le gouvernement remarque que tout n'est pas au point, on n'est pas obligé d'aller à la rentrée. Parce qu'on dit par exemple qu'il n'y aura pas plus de 60 élèves par classe. Alors que vous et moi savons bien combien d'élèves chaque classe contenait habituellement. Alors, est-ce que nous avons déjà les appartements améliorés disponibles? Est-ce que nous avons déjà des classes qui ont été construites à la manière des Chinois déjà disponibles dans les établissements? Je ne suis pas encore sûr. Il vaut mieux reprendre très tard et convaincu qu'on est protégé, les élèves et les enseignants sont protégés, que de se précipiter parce qu'on veut dire par exemple que oui, c'est elle qui est au devant, c'est pourquoi ça a marché. Nous avons besoin de la protection de nos enfants, de nos petits frères, de nos petites sœurs. Il va falloir que le gouvernement réfléchisse beaucoup. De l'autre côté, SAS, vous savez, on aurait dû apprécier autrement si les bâtiments scolaires étaient en suffisance, que cela ne tienne pas compte du coronavirus. Mais aujourd'hui, c'est le coronavirus qui contraint les autorités à revoir cet aspect d'insuffisance des bâtiments scolaires. Vous voyez, on peut négliger certaines choses, mais des facteurs naturels viendront nous obliger à les réaliser. Nous sommes rattrapés par nos manquements, ayons le courage de le reconnaître. Et quand on suit le professeur Kokoroko, il adopte un langage d'humilité, de vérité, sauf que sa seule humilité ne suffit pas. Il va falloir que tout soit mis en place,
qu'on n'ait pas plus de 60 élèves par classe, qu'on ait les apatams améliorés que son prédécesseur, Achadéji Afo, avait promis, et dont on ne voit encore des traces nulle part. Il va falloir également que les enseignants, aussi bien les titulaires que les volontaires, soient également en quantité et en qualité pour encadrer nos enfants. Seulement une semaine pour relever ce gros défi-là, Didier. Oui, c'est surtout le défi là qu'il faut relever. Et je pense que l'histoire des apatams améliorés doit appartenir au passé, hein, parce que jusque-là, on ne voit, comme Uriel l'a dit, aucune trace de ces apatams nulle part. Et la mesure qui sera appliquée, à mon sens, c'est le double flux dont on parle. Le double flux, une partie des élèves fera cours le matin et l'autre le soir jusqu'à samedi. Et c'est ce qui repose aujourd'hui la question de l'effectif des enseignants. Vous savez, dans des établissements, il y a des enseignants qui font jusqu'à 3-4 cours. Moi, j'ai fait un collège où un seul enseignement nous avait fait mathématiques, il a fait sciences physiques, il a fait sciences naturelles, lui seul. S'il doit faire le double flux pour toutes les classes, vous imaginez ce que ça fait sur son emploi du temps et sur sa santé également. Il faut avoir le courage de le dire. Donc, c'est vrai que on pense avoir trouvé la meilleure formule, mais je pense que la pédagogie et l'humilité des autorités à reconnaître certaines erreurs du passé et à promettre de mieux faire à partir des années qui suivent. D'ailleurs, le coronavirus nous enseigne une leçon d'humilité à chacun de nous. Je pense que ça permettrait de résoudre, à partir de l'instant où chacun reconnaît que notre système éducatif a des lacunes, a des difficultés, on pourra les résoudre au fur et à mesure qu'on avance. Et ça nécessite un dialogue constant entre les autorités et le corps enseignant pour que la rentrée ne soit pas d'abord paralysée. Parce que l'État a promis beaucoup de choses aux enseignants depuis 2018 qui n'ont jamais été réalisées. Et les enseignants sont actuellement en colère et sur leur courroux. On sait quand est-ce que les enseignants tiennent les couilles des autorités. C'est généralement en début de rentrée. Donc il va falloir que le dialogue soit poursuivi pour que les enseignants d'un côté soient satisfaits ou soient convaincus à ce qu'ils reportent également la satisfaction de leurs besoins à telle date et que le gouvernement tienne parole. Merci, il nous reste 7 minutes. Nous allons transférer rapidement en Guinée avec ce pays qui a connu une élection présidentielle et les suites que nous déplorons encore une fois, des morts, des destructions, des opérations villes mortes. Aujourd'hui, on nous annonce même une mission conjointe Nations Unies, CEDEAO, à se demander pourquoi l'ONU, la CEDEAO étaient là quand le problème s'était posé en Guinée. Depuis, il a fallu qu'on organise les élections, qu'il y ait des morts avant que messieurs et dames, artisans de la paix, se transportent en Guinée. Médecin après la mort, dirait l'autre. Revue de presse avec Liberté qui écrit la page 3 que Alpha Condé braque les élections et réquisitionne l'armée. Toujours la page 5, Liberté écrit coup KO. Alpha Condé applique la méthode Faure Gnassingbé. Ça c'est Liberté qui écrit ça. Le correcteur lui écrit quand l'exception Togo détruit finalement l'Afrique de l'Ouest, et que l'audience lui l'écrit le vice du mandat présidentiel de trop, la technique du coup KO au premier tour qui devient la norme en Afrique de l'Ouest. Didier Assoba. Oui, c'est dommage et ça fait pitié hein, pour nous Africains qui nous exposent à la face du monde de telle façon. Et personnellement, Alpha Condé doit être une déception pour la jeunesse africaine et pour tous les Africains qui l'ont porté à un moment donné, qui pensaient qu'il était victime d'une situation, d'un système, et lorsqu'il viendrait... Du temps du général Lansana Conté. Évidemment, on sait tout ce qu'il a eu à traverser. Et lorsqu'il viendrait au pouvoir, des gens pensaient qu'il allait être un démocrate entre griffes et respecter la liberté des Guinéens et leur liberté d'expression, le choix des Guinéens.
Il l'a dit à plusieurs reprises quand il a pris le pouvoir. Mais quand, vous savez, quelqu'un a dit, quand l'amour du pouvoir dépasse le pouvoir de l'amour, on assiste à ce à quoi on assiste actuellement en Guinée avec des morts partout. Alpha Condé s'est laissé enivrer par le pouvoir et il a rapidement modifié la constitution. On sait ce que ça fait. Et le compteur à 0 et tout ce slogan. Le coup KO avec des élections qui laissent à désirer, on voit. Et ce qui est dommage, c'est la complicité de ces organisations que vous citez. L'ONU, la CEDEAO et tout le Bataclan sont complices de la situation. Ils envoient des missions, des pré-missions d'évaluation de la situation. Ils savaient qu'il y aurait des morts d'hommes. Ils n'ont pas arrêté Alpha Condé, ils lui ont rien dit pour qu'il ne modifie pas la constitution, pour qu'il ne se représente pas. Aujourd'hui, le mandat de trop tue les Guinéens, il n'y a pas de paix en Guinée et ils envoient des missions pour se partager de l'argent. C'est juste dommage que le monde soit construit sur un système tel. Il faut prévoir le mal quand on le voit de loin. La Guinée qui pleure ses morts après l'élection, mais un pays africain de la sous-région, la Côte d'Ivoire, qui a une semaine des élections et qui a déjà ses morts sur les bras. Uriel Enyang. Vous savez, ça devient une grande honte pour presque tous les pays francophones de l'Afrique. Puisque c'est d'eux il s'agit, c'est la plupart de ces pays francophones qui commettent ces grandes bêtises, entre guillemets. Ils savent ce qui va arriver, mais ils foncent tout droit, en sachant pertinemment qu'ils vont enterrer des gens, en sachant pertinemment que les fusils vont crier, pour rien du tout. On n'en avait pas besoin. Vous savez, l'amour du pouvoir dont parle Didier, quand quelqu'un arrive au pouvoir, je ne sais pas s'il y a une tentation ou bien il y a un esprit qui le hante pour lui dire, mais tiens, si tu pars, tu auras tel souci, donc mieux vaut rester. Mais ce n'est pas ça en réalité. En Côte d'Ivoire, les élections n'ont pas encore lieu. Mais il y a déjà des dizaines de morts qu'on va enterrer. Dramano Ouattara n'avait pas besoin de ça du moment où il avait déjà choisi un candidat et après la mort de ce candidat il revient. Ça veut dire que c'était l'unique personne qui pouvait le remplacer. C'est une honte. Autrement dit, la parole donnée n'a plus aucune espèce de sens aujourd'hui en Afrique. Ça n'a pas de sens. Même à côté de nous, à l'est, au Bénin ici, moi je n'ai pas confiance à Talon. Jusqu'ici on ne sait pas, il dit qu'il va faire un seul mandat. Attendons de voir s'il va vraiment faire un seul mandat. Les pays francophones, je parle bien de ces pays francophones, parce que au Ghana à côté, même s'il y a des crises, je n'ai pas encore vu des fusils qui crient au Ghana parce que il y a élection. Je n'ai pas encore vu ça. Oui, c'est vrai, mais il y a des signes inquiétants qui viennent d'un pays non francophone, la Tanzanie aussi, où le président Magufuli, en fin de mandat, tout laisse à croire qu'il ferait tout pour exclure ses opposants et se faire reconduire. Bon, bien entendu. Finalement, on ne sait pas. Et quand on voit quand même les chefs d'État, Alpha Condé en Guinée, Ouattara en Côte d'Ivoire, ce qu'on craint un peu pour le Bénin de Talon, d'aucuns disent déjà que le Sénégal, que Macky Sall pourrait être éventuellement tenté par le troisième virus, mais quand on voit ces présidents et quand on voit aussi certains faits et gestes des opposants en face, on se dit, mais qu'est-ce que nous avons fait en Afrique pour mériter et ces dirigeants et ces opposants? Oui, c'est cette inquiétude, et surtout que certains de ces présidents-là prennent des exemples sur des pays dont je préfère taire des noms. Pour moi, ça part dans tous les sens. Ton rôle, c'est de citer ces noms. Non. Pourquoi tu vas taire? Non, ils diront que c'est moi. Ils diront que c'est moi. Je préfère taire les noms. Alors que c'est pas vous. Alors que c'est pas moi. C'est la situation. C'est juste les faits et la situation et que des gens prennent exemple sur ces pays-là pour continuer à faire ce qu'ils font. Ça fait une honte. Et quand vous voulez aborder des sujets comme ça, vous avez beau parler des autres, on dira et vous. Et donc, c'est juste dommage. Moi, je me pose la question de savoir qu'est-ce que des gens veulent à la fin. Des morts pèsent sur votre conscience éternellement. Alpha Condé va partir, mais il a des enfants. Il a des filles, il a des garçons. Et ça va les suivre toute leur vie. Ça suivra sa famille et les autres. Après, il n'y aura pas de paix en Guinée. Il a beau avoir le pouvoir et l'argent, mais ça servira à quoi? Il y a des morts, il y aura malheureusement encore des morts en Afrique à cause de la politique. Encore que, c'est pas seulement l'Afrique, allez même en Europe, il y a aussi un pays comme la Biélorussie qui nous donne ce mauvais exemple. Ça veut dire que
les malades du pouvoir, il y en a un peu partout. Mais terminons avec ce mort. Il est mort à l'hôpital de sa belle mort. Lui, c'est Fambaré Ouattara Nachaba. Et il a été enterré dans sa terre de Gando le samedi dernier. Les journaux parlent de lui aujourd'hui encore. Togo Matin qui écrit « Vives émotions et hommages au plus haut sommet de l'État pour Fambaré Ouattara Nachaba » et Nouvelle Opinion qui écrit « Faure Gnassingbé salue la mémoire de l'illustre disparu ». Il n'y a pas le temps, sinon on se serait demandé comment Faure Gnassingbé a pu se déplacer de Lomé jusqu'à Gando pour présider un peu l'enterrement de Fambaré Ouattara Nachaba et qu'on ne l'a pas vu à Lomé ici lorsqu'il s'était agi de Edem Kodjo. Peut-être on y reviendra demain avec... Il est allé en hélicoptère, donc pourquoi tout il est 12h, souffrez qu'on marque une pause et qu'on souffle un peu et qu'on reçoit nos amis auditeurs. Peut-être ils vont revenir à Dr Beweli qui nous a parlé des moustiquaires et de la riposte au nouveau coronavirus. Et également M. Pascal Aoudi, secrétaire général, et Daouda Abdoulaye, secrétaire général adjoint de l'UPRAD, qui sont également à nos côtés pour répondre à vos questions, écouter vos commentaires sur ces séminaires de renforcement de capacité des membres de l'UPRAD sur les dispositions pertinentes de l'accord sur la facilitation des échanges. Ouais, il est 12h passé de 4 minutes. Monsieur Pascal Aoudi, Daouda Abdoulaye de l'UPRAD sont à nos côtés. Docteur Essatoma Beweli est là. Également les confrères Didier Assogba et Uriel Enyang pour recevoir vos questions, vos commentaires sur les sujets discutés aujourd'hui s'il nous plaît. Bonjour l'ami. Oui, allô? Oui, l'ami en ligne, bonjour. Bonjour. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Salah Kokou. Salah Kokou. Eh bien, nous écoutons. C'est pour intervenir à propos des élections en Afrique. C'est pour vous rappeler, vous les journalistes, que le Sénégal, c'est l'un des pays démocratiques en Afrique. Après le Sénégal, c'est le Ghana. Et tous les autres pays africains, francophones, tout comme anglophones, c'est pas de la démocratie. Je le dis par rapport à l'exemple que vous donnez à propos du Togo, qu'il est le pays qui a donné le mauvais exemple. Le Togo n'a pas donné le mauvais exemple, mais c'est les Togolais, les élites togolais qui ne sont pas démocratiques. Qui ne sont pas démocrates, s'il vous plaît. Le Sénégal s'était organisé, les Sénégalais s'étaient organisés pour battre Wade quand il a voulu faire ce premier toilettage. Mais après le Sénégal, voyez-vous, au Togo, vous dites que c'est le pouvoir de fort qui ne veut pas partir. Mais plutôt, c'est les opposants qui ne veulent pas s'organiser pour battre démocratiquement fort au pouvoir. Donc, donner le Togo comme le mauvais exemple, c'est les élites togolaises qui ne sont pas des démocrates. Merci beaucoup. Que je voulais vous rappeler, vous les journalistes. Merci de nous le rappeler, à vous-même. Sinon, nous allons parler des généralités. C'est vous qui mettez les noms sur les pays. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, mes directeurs. Papa Sibiti. Que Dieu vous bénisse. Amen. Concernant les exemples, personne ne peut copier son prochain. Il faut être identique à soi. Le propre de l'homme, M. Sass, mon directeur, quand il a 1 franc, il veut avoir 2 francs. Vous voyez, c'est nous qui pensons qu'aujourd'hui, tel président fait 20 ans, 30 ans. Non, pour lui, il est à sa première seconde. Nous qui sommes allés à la retraite, c'est parce qu'on n'a pas de moyens. Les gens sont restés là-bas. Bon, donc comprenons ça. C'est parce que votre père, ou bien ça, là où vous êtes, si vous êtes dictateur, si vous avez un mauvais caractère, tous ceux qui sont autour de vous vont vous copier pour dire que c'est parce que ça fait ça que nous devons limiter. Non, 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 non. Il faut laisser les gens. Je suis votre papa. Excusez-moi si je vous offense. Pardonnez-moi. Il faut laisser les... Chacun est propre. Il fait ce qu'il veut.
Quand on parle de coup d'État, c'est le Togo qui est le premier à faire le coup d'État. Il y a le Ghana qui en a fait. Ce que le Ghana a fait. Et par rapport au Togolais, au Togo, c'est comment? Maintenant, le virus, moi, laissez notre première ministre là, elle n'a qu'à nous faire ce que nous voulons. C'est tout. Le coronavirus, c'est de la pagaille. Il faut que le gouvernement revienne. Vous venez de dire qu'un pays va reprendre le confinement. L'Espagne, président et son premier ministre, qu'ils se mettent encore à la tâche pour que nous soyons sains et saufs. Merci beaucoup. Je vous en prie, chacun en a eu pour sa part. Juste vous rappeler que il y a la sélection d'Afrique, mais il y a également le coronavirus. Il y a d'autres sujets dont nous avons débattu. Merci de diversifier vos interventions. L'auditeur suivant, bonjour. Allô, bonjour Sas. Oui. C'est M. Kolani depuis Agoué. Oui, allez-y, M. Kolani. Je salue tout le monde sur le plateau. Oui, c'est pour cette élection-là. Moi, de toutes les façons, à ce 21e siècle, comme l'a dit votre collègue sur le plateau, les gens n'ont pas peur que les morts, là, ça ne dit rien. Quand vous retournez à la maison, vous regardez vos femmes et vos enfants, vous, là, on peut tuer les autres. À cause de quoi? Du pouvoir. Et vous avez fait un mandat, 2 mandats. Pourquoi ça? Et pourquoi ça? Les gens ne sont plus humains. Et puis, ici, moi, j'accuse souvent les forces armées. Hein. Mais pour porter le pays, on dit valeur et discipline. Mais quand vous constatez que les politiciens sont en train de dérailler, sont en train de tuer leurs confrères, mais prenez vos responsabilités. Et le Mali les fait, non? Ce qui s'est passé au Mali quand il y avait... Monsieur Kolani, nous sommes entendus depuis la conférence souveraine pour demander que l'armée n'intervienne plus dans les affaires politiques. Mais ça, l'armée n'intervient plus. Et on va laisser les gens tuer nos prochains. Quand un militaire regarde ça, il rentre à la maison, il voit sa femme et ses enfants. C'est pour les autres qu'on peut tuer. À un niveau donné, il faut comprendre. Ce n'est pas qu'on force l'armée de rentrer, on ne demande pas de rentrer, mais 1, 2, 3 mandats, puis c'est des officiers, ils ont mis pied à l'école. Merci, M. Kolani. Mais vous êtes à Agoué-Niévé, non? C'est Agoué-Niévé 1 ou bien 2? M. Kolani, sinon lui rappeler qu'il est dans l'une des régions où il y a beaucoup plus de contamination coronavirus. Ça devrait commencer par l'inquiéter d'abord. L'auditeur suivant, bonjour. Bonjour, ça. Oui, c'est monsieur? C'est Karim depuis Spectacle. Ah, notre ami taximan. Ça, on vous demande pardon. Il faut que votre antenne ou bien votre radio ait un petit souci. Il faut que vous allez nous... Nous-mêmes, nous le disons depuis la semaine dernière. Nous y travaillons. Ah, ok, merci à vous. Mon premier sujet, ça va sur la maladie du coronavirus. Oui. Et je vais dire que ce que les dirigeants font, ça dépend de... S'il y a contamination, ça dépend de ce que la manière dont ils maîtrisent la maladie. Même vendredi, alors que j'avais écouté dans le communiqué du gouvernement que les gens ne doivent pas se rassembler. Mais vendredi, vous venez à la BM ici. Vendredi déjà midi, la voie est déjà bloquée jusqu'à Asigame. On dit que nos frères musulmans prient. Les gens sont dedans sans masque. Et il y a aussi des militaires. Mais docteur Beouli, ça c'est un constat avéré que il y a certains groupes vraiment qui font comme s'il n'y avait pas coronavirus. Alors, vous avez dit ça entre-temps, je voulais intervenir et donc c'est l'occasion pour moi de faire mon commentaire sur la question. Oui. Nous avons dit très bientôt qu'on va ouvrir, le gouvernement va ouvrir donc le 2, les élèves vont commencer la classe. Et vous imaginez, vous, responsable, c'est-à-dire papa ou maman, responsable, travailleur, que ce soit public ou privé, le matin, quand vous observez les gens sur la route, sur le chemin du service, certains transportent leurs enfants pour amener, que ce soit en moto ou en voiture, d'autres élèves, c'est à pied. Qu'est-ce qui se passe? On voit les gens, malgré que le masque a été rendu obligatoire, je le dis, parce que c'est quand on avait rouvert les classes d'examen pour pouvoir permettre aux élèves de passer les examens. Heureusement, on a pu réussir. On voit les gens transporter les enfants et mettre le masque à moitié, qui ne couvre pas ce que quelqu'un a dit tout à l'heure, bucco-nasal. L'enfant observe. Même vous êtes dans votre voiture, vous n'avez pas mis, il va observer. C'est pas quand il sera à l'école qu'il va vraiment avoir un bon réflexe de garder le masque correctement tel qu'il est recommandé. Et c'est ça qui se répercute. Donc, si au niveau des responsables que nous sommes, si on ne respecte pas ce que le gouvernement a dit
je vous assure, nos enfants vont reprendre les cours, il y aura explosion. La pédagogie, il faut que sur les voies, dans les taxis, dans les voitures, quand il y a plusieurs, veut dire que deux c'est plusieurs. Obligatoirement, il faut mettre le masque. Merci beaucoup. L'auditeur qui s'est passé en ligne, bonjour. Allô, bonjour l'ami. Monsieur Sass. Oui, c'est monsieur? C'est monsieur Harris. Ah, allez-y monsieur Harris. Oui, bon début de la semaine à vous tous qui sont sur le plateau là-bas. Merci. Monsieur Sass, je voudrais intervenir sur la campagne de la distribution des moustiquaires. Je ne sais pas que l'agent de santé qui est avec vous pourra répondre à mes questions, puisqu'il est venu dans le cadre du coronavirus. Non, posez la question. On va voir sa réponse. Vous voyez, nous avons l'impression que l'autorité sanitaire a déployé beaucoup d'énergie dans cette histoire de coronavirus, alors que le paludisme a repris la main et tue silencieusement. Aujourd'hui, ils ont quand même reconnu qu'il faut revenir à ce côté. Maintenant, aujourd'hui... Monsieur Harris, est-ce que vous rencontrez des équipes de distribution des moustiquaires dans la ville? Oui, ils sont ici. Ok. Mais nous sommes plus de 7 millions d'habitants. Oui. Maintenant, les moustiquaires qui sont disponibles, on nous dit que c'est 6 500 000 ou bien. Est-ce que tout le monde pouvait avoir accès maintenant à ces moustiquaires, c'est-à-dire une personne... Merci, on a compris l'essentiel. Docteur Boeli va lui répondre. Le temps que nous prenions déjà l'auditeur en ligne. Bonjour. Oui, allô. Oui, bonjour. Oui, c'est Pelé. Ok, allez-y Pelé. Oui, tout à l'heure vous dites que la conférence a dit que l'armée ne doit pas intervenir à la politique. Mais en 2005, l'armée a fait allégeance à la Pogne-Yassingbe. Vous avez oublié ça? Donc, moi, concernant ce qui se passe en Guinée, en Côte d'Ivoire, toutes ces choses-là sont bien formulées ici. En 2018, quand la CEDEAO est venue accompagner Pogne-Yassingbe à faire le 4e mandat, pourquoi pas ceux-là ne vont pas faire le 3e mandat? Ça, c'est ça. Bon, concernant la rentrée scolaire qui va se passer aujourd'hui, moi, depuis 3 mois déjà, moi, je vous annonçais ça. Qu'il faut que l'État se lève très tôt pour ça. Maintenant, la rentrée qui se passe aujourd'hui, on dit que c'est les enseignants qui vont aller construire les écoles, les classes ou bien quoi. Est-ce que les classes sont prêtes pour la semaine prochaine? Sur toute l'étendue du territoire, nous avons combien d'établissements? Quand on parle de le ministre Kokoroko, mais le ministre Kokoroko, lui, il avait gouverné de l'université au Togo, hein, c'est fini. Hein. Ici, il y a des écoles. Et des écoles même, allez voir leur état. Ce qui se passe aujourd'hui, je pense qu'il y a une petite différence. Et il faudrait que l'État fasse quelque chose pour faire 2 semestres. Merci Pelé. Nous sommes dans un état de droit. Notre travail, c'est de rappeler les règles, et c'est sur la base des règles que nous allons dénoncer ce qui se fait en violation de ces règles, justement. Le dernier auditeur aujourd'hui, bonjour. Oui, bonjour, monsieur Sass. Oui, c'est monsieur Apalara Akupaki, Ored Labora, à Payakome. Ah oui, bien précis comme présentation. Merci beaucoup. Eh bien, nous vous écoutons. Oui, en ce qui concerne ce que les collègues disent à propos de l'armée, je tiens à dire aux Togolais, le Togo a été le premier pays à perpétrer un coup d'État militaire. Plus jamais de coup d'État militaire au Togo. Les choses vont changer comme Dieu l'a prévu. L'armée ne va plus intervenir militairement sur n'importe... Jamais. Plus de coup d'État au Togo, de grâce, chers Togolais. Bon, plus loin, ça. Oui. Les rentiers ont un problème avec la Caisse nationale de sécurité sociale. Je ne sais pas si la directrice générale est au courant. Pourquoi les rentes connaissent des arriérés? Ok, j'avoue que moi, je ne connais pas encore ce sujet. Monsieur Apalara. Pardon, oui. Comme nous nous connaissons, vous et moi, on va se parler hors micro, j'en saurai davantage, et au besoin, on va se diriger sur la caisse de sécurité sociale, s'il vous plaît. Parce que moi, j'en connais pas encore beaucoup. Merci beaucoup. Je vous en prie. Merci, Dr. Boeli.
Je crois une question vous est encore revenue. Oui, c'est M. Waris, si j'ai bien noté le nom. Oui, ce n'est pas une personne, une moustiquaire à imprégnation durable. C'est pas comme ça. C'est une moustiquaire par couchette. Couchette là. Quand les ASC rentrent dans le ménage, les distributeurs, ils dénombrent le nombre de personnes. Ils comptent, on leur donne le nombre des lits ou des matelas ou des nattes. C'est ça, c'est ça, on a donné la terminologie générique de couchette. Là où les gens se couchent. Le couche. Vous pouvez être dans une chambre qui est 2 lits, ça fait 2 couchettes. Une chambre, 1 lit, c'est une couchette. Une natte, c'est une couchette. Parce que la moustiquaire doit être suspendue pour couvrir tout l'espace de votre lieu de votre couchette. Si c'est le lit, voilà. Et donc, c'est en fonction de ces éléments qu'on donne la moustiquaire. Ce n'est pas que les 6 millions là, on devait donner. Si on dit une personne, une moustiquaire, on n'est pas 6 millions, on est pratiquement près de 8 millions. Donc, c'est pas évident. Merci, chers confrères Uriel et Didier. Beaucoup de temps sont revenus sur la rentrée scolaire, ces défis. Oui, la rentrée, tout le monde sait que les défis, c'est également au niveau des parents, comme le docteur le disait. Il faut que, en amont d'abord, que chaque parent qui veut que son enfant soit ne ramène pas le virus à la maison, prenne les dispositions en amont. D'abord en achetant le cache-nez pour l'enfant, en éduquant l'enfant à le porter correctement et à le porter permanemment lorsqu'il serait en cours dans les salles de classe ou dans l'établissement scolaire. Ça permettrait d'abord à l'enfant d'avoir les réflexes et en plus des mesures que l'autorité va prendre, notamment la distanciation physique dans les salles de classe, le lavage systématique des mains et d'autres choses encore, le double flux dont on parle. Ça permettrait à nos enfants de revenir chez nous sains et saufs pour ne pas contaminer la maison. Il est dit généralement que les enfants sont des porteurs sains de ce virus et transmettent facilement, et donc il va falloir que en amont les parents travaillent en plus de ce que le gouvernement fait. Le gouvernement, on sait déjà qu'il y a déjà des failles, qu'il y a des difficultés, mais maintenant on en a parlé tellement, mais il faut que les parents également, chacun en ce qui le concerne, joue son rôle. Merci. Le gouvernement fait sa part avec les insuffisants. Nous les médias, on relaie quotidiennement. Il va falloir maintenant que les parents aussi jouent leur partition en éduquant leurs enfants à l'habitude du port juste du masque. Au Togo, on a trouvé même un nom, un cache-nez. Le cache-nez, c'est pour cacher le nez, la bouche. C'est pas cache-menton, c'est pas cache-cou. Il faudra que nous-mêmes, on porte bien et qu'on montre à nos enfants à bien le porter, que ce n'est pas pour les yeux de Fort Gnassingbé, c'est pour notre santé personnelle d'abord, avant d'être collectif. J'étais à Balimé la semaine dernière, en début de semaine dernière, j'ai observé un phénomène. Il y a une façon de porter le masque, mais les gens tournent le masque dans l'autre sens, ce qui fait qu'à chaque fois qu'ils parlent, le nez n'est pas couvert et le masque descend presque au niveau du cou. Il faut avoir la partie du nez. Je pense que c'est remarquable sur les masques cousus en tissu. Il faut essayer de mars que nous parlons de ça, mais il va nous falloir remettre encore une fois l'ouvrage sur le métier. En tout cas, nous avons choisi ce sacerdoce. Nous le ferons chaque jour que Dieu nous prêtera vie. On va devoir s'arrêter. Faute de temps, on va juste écouter nos amis de l'UPRAD, Monsieur Aoudi et Monsieur Daouda Abdoulaye. Aucun auditeur ne s'est encore intéressé à vous, mais votre séminaire tient demain. Oui, ça tient demain. Jusqu'au 29. Donc, vous allez renforcer vos capacités sur les dispositions pertinentes de l'accord sur la facilitation des échanges, afin que les échanges se déroulent de façon plus fluide. Effectivement. Pour que... Oui, la célérité, effectivement, parce que bon, je veux rappeler un extrait du discours du président de la République lors du lancement du PND 2018-2022. Il disait dans le discours, nous avons tous une note à jouer dans la partition qui célèbre les mérites de notre pays. Si l'une d'elles venait à manquer, la mélodie s'en ressentira forcément. C'est pour dire que
nous sommes un maillon de la chaîne logistique internationale et aussi nous jouons vraiment un acteur, une action clé dans l'économie. Donc il faut que nous ayons vraiment l'outil nécessaire pour jouer convenablement notre partition. Par ailleurs, tout de suite là vous venez de citer un journal qui a parlé des opérations qui se font au niveau de la division des opérations douanières de Lomé-Port. Effectivement, il y a eu de l'amélioration dans le domaine de la digitalisation, mais le port la douane au niveau du port est dans un ensemble donné. Et pour que tous les efforts effectués à ce domaine soient visibles, il faut qu'il y ait une action concomitante avec les autres partenaires. Si aujourd'hui tu finis de faire toutes tes opérations et voilà qu'il y a un opérateur qui n'est pas prêt à te livrer et que c'est vous qui allez encore supporter des frais, vous allez voir que tous les efforts qui sont réalisés de l'autre côté sont anéantis par cet effet-là. Donc nous demandons aux autorités de prendre vraiment les dispositions. Et je présume, monsieur Aoudi, que vous avez fait en sorte que tous les maillons de votre chaîne au port et dans le transport des marchandises soient à votre séminaire demain. Oui, nous avons invité l'UMCC et certains juges qui sont invités également pour assister à cet atelier. Il y a les douaniers aussi. Il y a des douaniers. Bien sûr. Il y a l'administration du port même de Lomé. On a invité des officiers, je crois, 3 ministères, ceux qui sont invités. Demain à l'ouverture. Que tous les maillons de la chaîne soient là et l'harmonie sera au rendez-vous. Très rapidement, vos cartons de fin d'émission. Carton vert pour saluer une action d'une personne physique ou morale. Carton jaune pour mettre en garde. Carton rouge pour sanctionner, mais les cartons sont attribués à des personnes et sur des sujets qui n'ont pas été débattus aujourd'hui. Didier Assoba. Oui, je vais donner carton rouge aux sociétés de téléphonie mobile du Togo. Vous savez, vous vivez la même chose que tout le monde. Chacun ici peut témoigner les difficultés qu'il a communiquées à partir de nos réseaux, y compris la connexion Internet. Vous avez de connexion Internet, vous l'achetez les mégas pour faire du travail, mais on vous dit que vous n'avez pas de mégas. Ça, c'est Togo comme ça. J'ai acheté chez eux, ils ont... Oui, on s'est dit. Donc, 70 gigas, il me restait 50 gigas, mais ils m'ont dit que je n'ai pas de mégas. Ils l'ont pris, ils l'ont volé. Alors, et donc, Didier, carton rouge à toutes les sociétés de téléphonie mobile. Qui veut que le Togo aille au digital, on ne peut pas aller au digital si les opérateurs de téléphonie ne font pas leur travail. Je rappelle que s'il y a des gens qui sont mécontents de leur service, il y a l'ARCEP qui est là pour recueillir vos plaintes, pourquoi pas. Uriel Enyan. Donc ça, je n'ai pas de carton, sauf que comme on n'a pas eu assez de temps, je voulais aider le ministère de la Santé, pas je voulais, mais nous allons les aider à anticiper sur certains faits. Ministère de la Santé et de l'Enseignement. 9 mois avec le port de masques pour les élèves, ça ne sera pas facile. Croyez-moi, il y aura des élèves qui seront étouffés. À un moment donné, ils ne pourront pas bien Vous avez une recette à leur Voilà, c'est pourquoi j'anticipe. Je les aide à anticiper. Ils n'ont qu'à y penser déjà. Merci, il y aura des élèves. Dr Burley, juste votre carton. Alors, je ne suis pas un habitué de carton, mais je vais essayer de donner un carton rouge. Essayez, à qui? Essayer, donc, de donner un carton rouge sur un sujet qu'on n'a pas débattu, mais qui me tient beaucoup à cœur. Essayez. Le carton rouge va à tous les conducteurs de voitures, donc véhicules à 4 roues, où on a interdit la communication avec portable sur les volants, mais c'est ce qui est maintenant monnaie courante dans la circulation et est source d'accidents. Donc carton rouge à tous ceux qui téléphonent au volant, Dr Burley. Au volant. Merci, monsieur Aoudi, votre carton. Je ne suis pas trop habitué. Ok. Et vous, monsieur Daouda, moi je veux, c'est le lieu pour moi de remercier notre partenaire officiel, la Chambre de commerce, qui ne ménage aucun offre de nous aider aussitôt qu'on sollicite son aide. Je demande aussi aux collègues de participer massivement à notre séminaire et ils s'en sortiront très enrichis. En habitué, cela vaut carton vert pour votre partenaire. Inch'Allah. Merci, c'est fini pour aujourd'hui. On se retrouve demain mardi, si Dieu le veut, Dieu le voudra bien. La semaine est lancée, on se voit demain, mais encore une fois, célébrons la vie à chaque instant, en portant nos masques, en respectant toutes les dispositions barrières, en évitant de téléphoner au volant. Il y en a même, docteur, des gens font pire, ils téléphonent au guidon de leur moto. Tout à fait.